interdiction. En cas de non-déclaration ou d'interdiction, la possibilité de saisie du matériel sera ouverte, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle pour les rassemblements de moins de 500 participants. Il s'agit là d'un régime de déclaration simple qui n'impose pas de nouvelles obligations aux maires. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les discussions des amendements. S'agissant du renforcement des sanctions, la commission a considéré que la transformation de la contravention actuelle en un délit est une réponse adéquate et proportionnée aux troubles que causent les rassemblements illégaux. La qualification en délit permettra désormais à la police judiciaire, gendarmerie ou police nationale, de conduire des enquêtes en flagrance, des interrogatoires, des perquisitions, des gardes à vue, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. L'intention des auteurs de la proposition de loi est claire. Il ne s'agit pas d'interdire les fêtes libres de musique techno parce qu'elle aurait une mauvaise image ou que ce genre de musique serait déplaisant. Il s'agit d'inciter les organisateurs à respecter le cadre légal pour la sécurité des participants et le respect de l'ordre public, des populations et de l'environnement. Dès lors qu'une peine de prison qui ne sera de toute façon guère appliquée, la commission a prévu, comme c'est le cas pour les dégradations à l'article L. 322 du code pénal, que la peine encourue pour le nouveau délit soit une amende de 3 750 € et des travaux d'intérêt général dont la durée maximale est de 400 heures, soit 53 jours de travail effectif, contre 120 au plus à l'heure actuelle. La rédaction de l'article relatif au délit a également été précisée afin d'être pleinement conforme au principe de légalité des délits et des peines et de permettre la confiscation des biens saisis. Par ailleurs, la commission n'a pas retenu le doublement de la période de saisie administrative qu'envisageait la proposition de loi et qui serait disproportionné. La commission a enfin souhaité que l'on puisse appuyer le maire dans son dialogue avec les organisateurs et, si possible, sortir de la situation actuelle de blocage au niveau de l'État qui aboutit à la tolérance de l'illégalité. Afin de relancer le dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs qui disent vouloir entrer dans la légalité et démontrer leur sérieux, la commission souhaite donc qu'une charte de l'organisation de ces rassemblements soit définie par les pouvoirs publics après négociation avec les organisateurs. Ceux qui y adhéreront feront la preuve de leur engagement à respecter la loi, ce qui facilitera leur dialogue avec les maires et avec les préfets. Le régime des fêtes libres a vocation à se fondre dans le régime général des spectacles, festivals et événements culturels. Mais les organisateurs de ces rassemblements restent sur les marges du droit. Il s'agit de permettre à ceux qui souhaitent entrer dans la légalité de pouvoir le faire, de sanctionner les autres et surtout de redonner aux maires les moyens d'agir pour la sécurité des personnes, la tranquillité de l'ordre public et la protection de l'environnement. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, derrière cette proposition de loi, il y a deux objectifs que le gouvernement partage. Le premier, c'est de mieux encadrer certaines fêtes, plus communément appelées les rave-parties, qui représentent, vous avez cité le chiffre, Monsieur le rapporteur, plusieurs milliers d'événements par an. Selon les données qui sont les miennes, ce sont 2500 événements chaque année. Selon le rapport que j'ai lu avec beaucoup d'attention, on parle de 4000, dont 3200 à moins de 500 participants. En cela, donc, ces fêtes sont souvent synonymes d'alcoolisation forte, parfois de prise de stupéfiants, et elles peuvent provoquer des dangers tant pour les participants que pour l'ordre public, comme cela a été rappelé. Elles peuvent être également synonymes de terrains saccagés et de débris laissés à l'air libre. Cet objectif, bien entendu, nous le partageons pleinement. Le deuxième objectif de ce texte, c'est de renforcer le pouvoir des maires.
Vous le savez, c'est un point auquel le Gouvernement est attaché. Nous croyons que les maires sont l'un des maillons les plus essentiels de la République et le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, porté par M. Sébastien Lecornu, que vous avez adopté au début de séance, reconnaît et promeut leur travail. Cependant, le texte qui nous est soumis aujourd'hui comporte plusieurs points qui retiennent notre attention en ce qu'il ne nous semble pas tout à fait répondre aux deux objectifs que je viens justement de mentionner, malgré un amendement en commission des lois qui va dans le bon sens et dont nous débattrons également. La mesure principale du texte consiste à créer un régime de déclaration auprès du maire pour les rassemblements festifs à caractère musical devant rassembler moins de 500 participants. Cette mesure crée un certain nombre de difficultés. D'abord, elle crée un régime de police spécial, concurrent à celui du préfet pour les rave-parties, sans pour autant l'assortir des pouvoirs de police dédiés, comme ceux dont disposent les préfets en la matière. Ainsi informés de l'organisation d'une rave-party, les maires ne disposeront que de leur pouvoir de police générale pour agir. Ceci est une difficulté. Et encore une fois, j'ai bien noté qu'il y a un amendement qui prévoit également une police spéciale pour les maires, et nous aurons l'occasion d'en reparler, et je vais y revenir. Ainsi, et je le dis comme membre du gouvernement, mais aussi comme ancien praticien de ces sujets, comme ancien préfet, cette mesure risquerait d'avoir des effets pervers dommageables. Pour éviter que le préfet fasse usage des pouvoirs de police spéciale du préfet, les organisateurs de rave-party pourraient être tentés de volontairement sous-évaluer l'affluence à leurs événements et ainsi de profiter du nouveau régime moins contraignant des maires. Par voie de conséquence, s'il y a plus de participants que prévu, les maires se retourneront vers l'État et vers les préfets pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité de tous, avec une perte de temps et d'efficacité. Ensuite, je pense qu'il est important de rappeler que les rave-parties se font souvent sur le territoire de petites communes, qui pourraient être dépassées par les demandes sans avoir suffisamment de marge de manœuvre et de ressources pour préparer les rassemblements et en assurer efficacement la protection. Également dépassées, ces petites communes pourront également être amenées à solliciter l'appui du préfet ou sa substitution du fait de leur carence, potentiellement pour des événements dont l'ampleur n'aurait pas justifié un investissement lourd de la préfecture. Parmi les amendements déposés, donc j'y viens, l'un vise à conférer au maire les mêmes pouvoirs de police administrative spéciale du préfet en deçà de 500 participants. Une telle approche ne résout cependant pas les difficultés que je viens d'évoquer, puisque les maires des petites communes rurales se verront dans l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs de préparation qui sont des dispositifs extrêmement lourds, tels que prévus actuellement par la loi au-delà des 500 participants. Et donc ils se trouveront dans l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs de préparation qui excéderont leurs moyens, et ce pour tout rassemblement déclaré, y compris mineur, puisqu'aucun seuil ne serait défini. En outre, une telle mesure créerait la situation inédite et peu souhaitable de voir cohabiter deux autorités de police administrative dotées des mêmes compétences, mais qui seraient sollicitées l'une ou l'autre à l'initiative d'un organisateur, en fonction simplement de ses prévisions de participation en deçà ou au-delà de 500 participants. Ensuite, le texte que nous examinons vise à définir une charte d'organisation des rassemblements afin d'établir une base de dialogue entre pouvoirs publics et organisateurs. Deux raisons me poussent à émettre certaines réserves sur ce point. D'abord, bien sûr, l'existence d'une telle charte ne relève pas du pouvoir législatif, mais du pouvoir réglementaire. Ensuite, cette charte existe déjà. Elle est prévue à l'article R211-8 du Code de la sécurité intérieure et son contenu a été fixé dans un arrêté du 3 mai 2002. Enfin, la dernière partie du texte consiste à créer un nouveau délit qui se substitue à la contravention de 5e classe actuellement applicable et prévue en cas de non-respect des obligations de déclaration. Il s'agirait d'une amende de 3 750 € et de travaux d'intérêt général. À nouveau, je voudrais attirer votre attention sur un point. Si nous pourrions être favorables à la création d'un délit sanctionnant le non-respect d'une obligation de déclaration d'un grand rassemblement pour sanctionner l'impossibilité faite aux autorités d'anticiper et de protéger, nous ne pouvons l'être quand il s'agit de sanctionner le non-respect d'une obligation portant sur des rassemblements de faible envergure, ce à quoi le texte de la proposition de loi aboutit. De même, pour assurer une répression efficace,
Un délit doit être puni d'une peine d'emprisonnement conforme à notre ordonnancement juridique actuel et permettant ainsi que soit prononcé un travail d'intérêt général dans tous les cas, d'après l'article 131-8 du code pénal. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous l'avez compris, si le Gouvernement partage sans ambiguïté les objectifs portés par cette proposition de loi et la volonté de Pascal Borriès et d'Henri Leroy de donner plus de pouvoir aux maires, le texte aujourd'hui débattu nous oblige aux plus grandes réserves. En effet, sans atteindre les effets désirés, il est à craindre qu'il engendre des effets pervers non négligeables sur les communes et s'avérer finalement contre-productif. C'est la raison pour laquelle il est difficile pour le Gouvernement de soutenir en l'état cette proposition de loi. En revanche, bien évidemment, le Gouvernement sera attentif à ce que les préfets et les forces de l'ordre assurent au moins une information systématique des maires dès qu'ils auront l'information de l'organisation déclarée ou non, d'une rave party. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants pour 6 minutes. On va regarder si les micros sont bons. Ça va. Attendez. C'est bon, là? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est au début des années 90 que les boîtes de nuit underground de Chicago et de Détroit développent la musique électro. Accompagnant la révolution numérique et détrônant la culture du rock, cette musique a conquis l'Europe par le phénomène des rave parties. Souvent clandestines, ces soirées investissent des endroits éloignés comme des hangars, des carrières ou des champs, aux grandes dames des élus et des habitants de nos territoires ruraux qui voient leur village tranquille envahi par des hordes de jeunes fêtards. Ces manifestations qui se déroulent indifféremment dans des propriétés publiques ou privées ont ainsi été le théâtre de drames et certains incidents graves ont émaillé ces rassemblements clandestins. Alcool, drogue dure ou douce, personne n'est dupe sur l'usage des stupéfiants dans ces soirées qui occasionnent parfois des décès ou des incidents sanitaires graves. Lorsque, dans le meilleur des cas, aucune victime n'est à déplorer, c'est l'environnement même de la manifestation qui est l'objet de dommages. Face à ces rassemblements, les élus locaux se sentaient et se sentent toujours démunis. Si, face à l'annonce tardive d'une rave party sur le territoire de leur commune, certains maires prennent des arrêtés d'interdiction, ils sont malheureusement incapables d'en assurer l'effectivité. Spectateurs désabusés, les maires attendent l'intervention des services de l'État. Un dispositif spécifique a bien été mis en place en 2002 pour l'encadrement des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical. Il a rapidement montré ses limites. En pratique, il ne parvient pas à faire entrer les organisateurs dans la légalité. Par ailleurs, le maire est seul pour gérer les rassemblements de moins de 500 participants. Enfin, ce dispositif est paradoxal, Monsieur le Ministre. Actuellement, il est plus facile d'organiser une fête libre qu'une activité artistique amateur. Organisées sur des terrains privés, ces fêtes libres, qui relèvent du régime des réunions, supposent la seule autorisation du propriétaire. Au contraire, le moindre spectacle amateur doit faire l'objet d'une déclaration au maire. Le texte proposé prévoit d'abaisser le seuil qui déclenche l'obligation de déclaration au préfet. Il double la durée de saisie administrative du matériel. L'infraction de non-déclaration ou d'organisation, malgré l'interdiction simple contravention de 5e classe, devient un délit. Et c'est important, je le dis à l'auteur du texte. Au cours de ses travaux, la Commission a cependant préféré ne pas modifier le seuil qui détermine la compétence du préfet.
Elle a renforcé les moyens dont disposent les maires pour faire face à ce type de rassemblement. Ceux de moins de 500 participants seront dorénavant obligatoirement déclarés au maire, afin de permettre aux organisateurs de faire la preuve de leur capacité à organiser un rassemblement respectant l'ordre, la tranquillité publique et l'environnement. La Commission a également prévu l'élaboration d'une charte, qui était évoquée, définie par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre en charge de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs. Enfin, personnellement, je regrette un peu que la commission des lois, Monsieur le Président, qui Dieu sait si j'ai l'estime pour vous, qui était pourtant favorable à la qualification délictuelle, ait remplacé la peine de prison prévue, il y a l'amende certes, par une peine de travaux d'intérêt général. C'est-à-dire, par exemple, j'étais maire, vous avez été maire, nous savons ce que c'est-à-dire, par exemple, passer quelques heures dans une mairie pour faire du jardinage, par exemple. C'est quand même insignifiant, vous le reconnaîtrez. C'est ça que je ne saisis pas très bien. Monsieur le ministre, mes chers collègues, approuvant l'excellente démarche de notre collègue Madame Borries, auteur de cette proposition de loi, le groupe Les Indépendants, République et Territoires votera ce texte à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois et Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre collègue Pascal Borries nous propose aujourd'hui un texte tendant à renforcer l'encadrement des rave-parties et les sanctions à l'encontre de leurs organisateurs qui, hasard du calendrier parlementaire pourrait-on dire, trouvent sa place juste à la suite du projet de loi Engagement et proximité que nous venons d'adopter il y a quelques minutes maintenant à la quasi-unanimité. D'ailleurs, à la première lecture de l'exposé des motifs et des différentes mesures proposées, une simple question m'est venue à l'esprit. Pourquoi certaines dispositions n'ont pas été intégrées dans le texte d'origine gouvernementale qui aurait sans doute eu plus de chances de prospérer que cette proposition de loi? Je regrettais d'ailleurs qu'un certain nombre de nos propositions ne soient pas assez reprises par nos collègues à l'Assemblée nationale. En effet, nous observons que les instruments dont disposent les maires se voient renforcés pour faire face à l'organisation de tels rassemblements sur le territoire de leur commune. Le débat en commission, mercredi dernier, a été nourri et a permis de repenser le régime d'encadrement de ces rave-parties, appelées aussi free-parties ou fêtes libres. Il s'agit là d'un problème auquel les élus, et plus spécifiquement les maires, sont confrontés de manière récurrente sans que de nouvelles solutions ne soient proposées. Ces rassemblements festifs se déroulant le plus souvent hors des lieux spécialement aménagés à cet effet, entraînant des dégradations. Comme cela a été rappelé, le dispositif actuel repose sur la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui a connu depuis quelques modifications pour finalement transférer la compétence en matière de rave-parties au préfet si et seulement si l'effectif fixé par décret prévisible de ces rassemblements dépasse 500 personnes. Cependant, on ne peut que constater l'extrême ambiguïté de ce régime juridique. Se présentant comme une simple obligation de déclaration par les organisateurs, il s'apparente en réalité à un régime d'autorisation, le préfet pouvant refuser de délivrer le récépissé, voire interdire ces rassemblements. Mais à l'inverse, le préfet doit engager une discussion avec les organisateurs dans le cas où le projet n'offre pas les garanties suffisantes et, je cite, « alors tenter d'adapter les mesures prévues et, le cas échéant, rechercher un local ou un terrain plus approprié ». Autrement dit, il s'apparenterait à un co-organisateur d'un tel événement. Cette carence d'intervention du pouvoir de police du préfet est la principale mesure que notre commission a souhaité pallier. Quelques chiffres, même si les statistiques sont peu nombreuses et relativement anciennes. Il y aurait chaque année 4000 fêtes libres, dont plus de 80% seraient constituées de moins de 500 participants. Notre rapporteur a rappelé qu'en 2018, sur les 800 rassemblements qui auraient dû être déclarés, seuls 2 récépissés auraient été délivrés par les préfets.
La plupart de ces fêtes se sont ainsi déroulées sans autorisation et évidemment sans concertation préalable. S'agissant des sanctions encourues, celles-ci sont peu dissuasives. Une contravention de 5e classe et éventuellement une confiscation du matériel utilisé et n'incitent pas les organisateurs à faire la déclaration en préfecture préalablement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, on remarquera que les maires se trouvent démunis pour gérer ces rassemblements de moins de 500 participants, les organisateurs devant simplement demander l'autorisation du propriétaire du terrain qu'ils souhaitent occuper pour y tenir leur fête. Cet après-midi, mes chers collègues, il s'agit de renforcer le pouvoir des maires en matière de rave parties et de renforcer le cadre légal de ces manifestations. Il s'agit là de la principale modification de notre commission des lois à l'article 1er de la proposition de loi. D'une part, en prévoyant l'obligation de déclaration préalable pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, et d'autre part, en rendant plus dissuasives et réalisables les sanctions encourues par les organisateurs dans des situations où ils ne seraient soumis à aucune déclaration, avec une peine de travaux d'intérêt général. Également, à l'initiative de notre rapporteur, M. Leroy, une charte d'organisation devra être établie entre les organisateurs et le maire afin que celui-ci s'assure que des conditions quant à la bonne tenue de ces rassemblements soient satisfaites. Je ne peux que saluer les différentes initiatives qui permettent de donner une légitimité au maire qui trouve toute sa place face au déroulement de ces manifestations. Dans le contexte actuel que nous connaissons, en tant que première autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de sa commune, il est apparu nécessaire de redonner aux maires des moyens efficaces pour agir face à ces rassemblements. Espérons qu'au-delà du rôle renforcé du maire, l'ensemble des services de l'État, notamment les forces de sécurité, seront effectivement mobilisés pour s'assurer que ces rassemblements festifs le restent, dans le respect des droits et des libertés de chacun, et évidemment, notamment des riverains. Aussi, je vous invite, mes chers collègues, avec les membres du groupe de l'Union centriste, de soutenir cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Jérôme Durain pour le groupe socialiste pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de notre collègue Pascal Bory, en partie remaniée par le travail du rapporteur Henri Leroy. Cette proposition de loi vise à renforcer l'encadrement des rave-parties et les sanctions à l'encontre de leurs organisateurs. L'article 1er remanié étend l'obligation de déclaration des organisateurs auprès des maires au moins un mois avant la date prévue pour les rassemblements de moins de 500 personnes. La déclaration est définie comme devant détailler les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'article 1er bis introduit par le rapporteur prévoit une charte de l'organisation de ces rassemblements. L'article 2 étend au maire la possibilité de saisie des matériels et substitue au prononcé d'une peine de prison la possibilité de décider d'un travail d'intérêt général. Le rapport de M. Leroy établit une bonne synthèse des paradoxes que nous rencontrons souvent comme législateurs. Chaque seuil introduit offre la possibilité d'un nouvel effet de seuil. Chaque dispositif visant à mieux encadrer tel ou tel événement décourage tel ou tel organisateur d'événements à cause de la lourdeur administrative. Parfois, il arrive que le législateur appelle encadrement l'outil qui permet en réalité d'empêcher la tenue d'un événement. Mais je ne veux pas croire que ce soit ici la volonté de la majorité sénatoriale. Monsieur Leroy nous donne ainsi des chiffres intéressants sur le nombre de rave-parties dans notre pays. J'ai pour ma part consulté la presse quotidienne régionale pour rechercher des événements problématiques, que ce soit dans ma région ou ailleurs. Le rapport de M. Leroy nous indique, je cite, « Au regard de l'ampleur du phénomène des rassemblements illégaux, le nombre de condamnations paraît faible. D'après les éléments communiqués à votre rapporteur, il y aurait 70 condamnations par an à la contravention prévue par l'article R 211-27 du Code de la sécurité intérieure pour un montant de 418 € en moyenne. Ce montant apparaît relativement élevé par rapport au montant maximal encouru lorsqu'on le compare à celui des amendes prononcées pour d'autres contraventions, mais il demeure faible dans l'absolu. La peine complémentaire de confiscation du matériel n'est pour sa part prononcée qu'en moyenne 2 fois par an. Vous en tirez pour conclusion que les mailles du filet sont trop larges. J'aimerais donc savoir quelle proportion d'événements mériterait d'être punis selon vous. Pour être plus clair, je ne suis jamais allé en Technival ou en rave ou en free party. Je ne suis pas certain de constituer le bon public pour ces musiques, que je respecte par ailleurs, et je ne doute pas que certains rassemblements engendrent des débordements en termes de nuisances sonores, voire parfois de dégâts
à l'environnement ou au terrain utilisé. Mais je m'interroge sur l'opportunité de cette proposition de loi. Le péril est-il si immense que nous devions à nouveau durcir la loi ? Le rapporteur a tenté d'adoucir le texte avec la charte de l'article 1 bis. C'est un premier point de progrès, même s'il manque, à mon avis, encore davantage pour les organisateurs. Concernant le volet d'information et d'implication des maires, je reste sur le même scepticisme qui a prévalu lors du projet de loi Engagement et proximité. Il faut se méfier des nouveaux pouvoirs donnés aux maires quand les moyens de l'appliquer ne suivent pas. De nombreux maires risquent de se retrouver tiraillés entre, d'un côté, des riverains opposés à des rave-parties perçus uniquement comme des nuisances, et de l'autre côté, des organisateurs de bonne foi, il y en a aussi, fatigués de devoir toujours se justifier davantage. Le président Bas a relevé en commission nos divergences. J'ai peur que le changement de philosophie de la réglementation sur les rave-parties ne pousse davantage d'organisateurs vers la clandestinité. Mais je peux comprendre que les craintes d'évitement de la loi ne suffisent pas à justifier un refus de l'évolution de la législation. Je soulignerai cependant que le public des rave-parties, qui ne se caractérise pas toujours par une adhésion aux institutions, se révèle souvent particulièrement imaginatif en matière de contournement de la loi. Par ailleurs, je ne voudrais pas que l'on considère les rave-parties comme néfastes par nature. Mon département connaît peu de rassemblements d'envergure. Au dire des organisateurs que j'ai contactés, notre géographie décourage beaucoup de promoteurs d'événements. Il est, selon eux, difficile de trouver des terrains suffisamment éloignés des habitations pour organiser des événements en toute tranquillité. D'autres des départements de ma région accueillent davantage d'événements. Récemment, dans le Doubs, ce département a accueilli une fête appelée Alice in Wonderland 4. Un accord avait été trouvé avec un propriétaire de terrain qui a finalement changé d'avis après des menaces de mort d'opposants. L'événement a été délocalisé, pas forcément dans les conditions les plus légales, mais je ne crois pas avoir relevé de dysfonctionnement majeur. Plus récemment et dans une autre région, je voudrais aborder un événement organisé en hommage au jeune Steve Maya Canico à Sainte-Luce-sur-Loire. Le maire de la commune revient sur l'événement sur une vidéo du compte YouTube de sa ville. Il regrette les nuisances sonores, mais souligne l'état de propreté du site après l'événement. Il a fait savoir que, selon lui, les préfectures devraient mettre des terrains adaptés à destination des teufeurs. Le ministre pourrait-il nous indiquer quels départements sont en mesure de fournir des listes de terrains adaptés à l'organisation de tels événements ? Je ne voudrais pas vous donner, chers collègues, l'impression de nier les problèmes potentiels engendrés par les rave-parties. Mais je vous invite à poser le signal envoyé en faisant passer un texte perçu comme trop répressif pour les fêtards, pas forcément demandé par les maires et qui pourrait être contourné. Je crois qu'il y a peu d'amateurs de techno dans l'hémicycle, bien que je puisse me tromper, et la techno que nous connaissons est à mon avis bien éloignée de la musique diffusée dans les rave-parties, à bien des égards avant-gardistes. Je vais donc vous ramener à des références musicales plus abordables aux sénateurs que nous sommes. Laurent Garnier, originaire de Dijon, a débuté dans des free-parties. C'est aujourd'hui un ambassadeur de la musique française dans le monde et un chevalier de la Légion d'honneur. Donc nous devons trouver l'équilibre pour ne pas réprimer les Laurent Garnier de demain, tout en nous assurant que les rave-parties ne gênent pas plus de monde qu'elles n'en satisfassent. Dans cette optique, le groupe socialiste vous propose quelques amendements que nous aurons l'occasion de discuter ensemble. Je rebondis sur les propos de mes collègues qui sont dans l'hémicycle en ce moment même. Je crois que nous attachons une importance à toutes les formes de culture. On peut ne pas apprécier les rave-parties, on peut trouver que la musique est un peu assourdissante. Il n'empêche que ça fait partie d'une forme de culture actuelle qu'il convient de respecter, sinon d'encourager, en tout cas de considérer. C'est tout l'objet des amendements que nous avons déposés. Et dans l'attente de la discussion de ceux-ci, nous exprimerons, et j'exprimerai au nom du groupe, un avis réservé sur cette proposition de loi, même si j'en comprends l'utilité aux yeux de certains. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour 7 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au moment où nous examinons la proposition de loi de nos collègues du groupe Les Républicains visant à mieux encadrer les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, je souhaite rappeler que l'attrait ancestral, socioculturel et l'attrait plus contemporain, économico-touristique de la fête dans notre société n'est plus à démontrer. Il n'est pas question aujourd'hui d'interdire des manifestations festives qui, par définition, sont transgressives, mais bien de réfléchir aux moyens de permettre leur déroulement en toute sécurité. Et c'est le cœur de la proposition de loi
dont nous discutons ce jour. Dans nos territoires, les festivals, les carnavals, et plus particulièrement dans ma région, les férias aussi, rythment l'année. Ces événements festifs, qui peuvent être perçus comme des rassemblements transgressifs à visée cathartique, sont en réalité des faits sociaux normés et formalisés par la coutume. Ce que l'on a appelé à partir des années 90 les rave-parties et aujourd'hui les free-parties sont par définition des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical qui rejettent les normes coutumières de la fête traditionnelle. Ces événements constituent une part de la scène musicale underground, une offre culturelle en marge d'événements musicaux organisés par des institutions culturelles reconnues et des établissements de fêtes nocturnes. Si elles échappent à toute logique commerciale et se définissent par leur accessibilité et leur spontanéité, les rave-parties se caractérisent aussi par leur organisation anarchique, par leur localisation inattendue et parfois par des commerces illicites. Pour toute personne attachée comme moi au respect de l'ordre public et à la protection du droit de propriété, la première préoccupation s'agissant des free-parties est de s'assurer que leur tenue n'y porte pas atteinte, tout en exigeant qu'elles ne mettent en danger ni les participants ni les riverains. Les considérations de sécurité sont donc à prendre en compte. Sécurité liée à la consommation de stupéfiants, souvent mélangés à l'alcool, ainsi que le risque d'agression de tout type. Ces considérations ont d'ailleurs été à l'origine de l'adoption du dispositif Vaillant, fixant en 2001 un premier régime d'encadrement des rave-parties. Les services de l'État ont été responsabilisés pour les rassemblements supérieurs à 500 personnes, un seuil défini par décret, en chargeant les préfets de l'encadrement en concertation avec les maires et les organisateurs. D'après le délégué ministériel à la jeunesse, sur 800 rave-parties de plus de 500 personnes organisées en 2018, seulement 2 manifestations ont été interdites. En règle générale, de démontrer que ces événements ne sont pas interdits lorsqu'ils sont régulièrement déclarés en préfecture. Le dispositif Vaillant pourrait donc fonctionner s'il était appliqué systématiquement. Pour ces rassemblements regroupant plus de 500 personnes, la préfecture tend à mobiliser les forces de l'ordre pour encadrer a posteriori la rave-party avec une certaine tolérance. Mais comme le pointent aujourd'hui les auteurs de la proposition de loi, il en va différemment pour les rassemblements festifs de plus petite taille, pour lesquels la responsabilité de l'encadrement sécuritaire repose encore essentiellement sur les épaules des élus. Notre rapporteur nous a informé qu'il s'agissait d'un phénomène particulièrement présent dans le Sud-Ouest, où se déroulerait la majorité des 3200 free-parties de moins de 500 personnes dénombrées sur le territoire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas seulement de rassemblements en zone rurale, mais les zones semi-urbaines et urbaines sont également touchées. J'ai eu à tenter de gérer des free-parties dans les friches industrielles de la métropole bordelaise. Pour les maires chargés de prévenir tout trouble de voisinage, sans toutefois endosser une fois de plus la responsabilité des risques liés à ces rassemblements, le régime actuel n'est pas satisfaisant, car il les place en première ligne pour la négociation avec les organisateurs, sans leur conférer de moyens de police suffisants pour les en empêcher. Si certains maires ne souhaitent pas gérer ces free-parties, nous devons entendre la position de certains maires qui, pour protéger les participants à ces fêtes, sont favorables à l'organisation de tels rassemblements festifs sur le sol de leur commune. Lorsque ces rassemblements ne dérangent personne et ne portent pas atteinte à la propriété d'autrui, pourquoi les interdire ? Henri Cabanel a beaucoup travaillé sur cette problématique et a été précieux dans cette réflexion globale, je l'en remercie. La free-party signifie à la fois fête libre et gratuite, pour de nombreux jeunes ou de moins jeunes, car le phénomène aujourd'hui touche toutes les strates d'âge. Des personnes qui sont confrontées souvent à des difficultés d'insertion ou sont touchées par la fracture territoriale, vivant à distance des grandes métropoles et des institutions culturelles, les free-parties représentent des lieux de loisirs et de décompression accessibles à la fois économiquement et géographiquement. Ainsi, je me suis efforcée dans le travail préparatoire du groupe RDSE autour de ce texte de ne pas adopter de position morale sur l'organisation de ces rassemblements, mais de me concentrer sur la nécessité d'accompagner les maires, quelle que soit leur volonté au regard de ces rassemblements. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les amendements que je vous proposerai tout à l'heure. Ils visent en effet à associer les maires à la rédaction de la charte proposée par notre rapporteur et à ne pas mettre à leur charge la confiscation du matériel. Un troisième amendement vise à instaurer une co-responsabilité entre les maires et les préfets pour garantir la sécurité autour de ces rassemblements de moins de 500 personnes. Il s'agit de permettre aux maires d'informer et de mobiliser les préfets lorsqu'ils constatent leur impossibilité d'encadrer.
Je ne doute pas que ces amendements pragmatiques seront adoptés et permettent ainsi au groupe RDSE de voter favorablement pour cette proposition de loi de notre collègue Pascal Bory, bonifiée par l'excellent travail de notre rapporteur Henri Leroy, que je remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Arnaud de Belenet pour La République En Marche pour 7 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je suis heureux d'avoir confirmation, en écoutant les différents orateurs, que nous n'avons pas besoin d'être des spécialistes du mouvement acid house, de la new beat, de la trance-goa, du hardcore, du breakbeat et d'autres formes de heavy bass music pour nous prononcer sur ces sujets d'ordre public et de sécurité de ceux qui partagent cette passion pour ce genre musical, mais aussi ceux qu'ils peuvent être amenés à croiser. Car effectivement, c'est bien le sujet, le rapporteur l'indiquait, il s'agit d'ordre public et de sécurité. Et oui, les morts ne sont pas rares, les abus en tout genre sont légion, la mise en danger d'autrui n'est effectivement pas une vue de l'esprit. Nous en sommes conscients sans nous enfermer dans une rhétorique réfractaire à ces festivités ou à ces genres de musique qui recherchent la transcendance et expriment une forme de refus du mercantilisme. Et bien évidemment, un point d'équilibre, comme le soulignait notamment Jérôme Durain, reste à trouver. Protéger, encadrer, cela va de soi, et bien évidemment, sans oublier que ce sont les maires des communes rurales qui sont d'ordinaire en première ligne. Nous partageons pleinement les objectifs de la proposition de loi, les trois grands objectifs, tels qu'ils sont issus repris par la Commission sur proposition du rapporteur. Et oui, nous voulons permettre à ceux qui souhaitent entrer dans la légalité de le faire. Oui, nous voulons aussi sanctionner le plus intelligemment possible lorsque les circonstances de l'espèce le justifient. Mais accroître la charge du maire sans lui offrir une juste contrepartie en termes de moyens, nous ne le pouvons en revanche pas. Et je voudrais exprimer ici 2 points, la problématique de la responsabilité du maire et cette problématique de coexistence de 2 régimes de police spéciale qui continuent à nous interroger. Comment mettre en application ce pouvoir de police lorsqu'on est tributaire des possibilités d'intervention des forces locales de sécurité? On peut penser à la capacité à intervenir des brigades en zone rurale fortement reculée. Et au-delà de ça, dans l'hypothèse où le maire n'a pas les moyens d'appliquer la mesure qui lui est confiée, c'est pourtant bien sous sa responsabilité qu'il engagera en cas de défaillance d'application. De ce point de vue, nous saluons l'effort de compromis du rapporteur, mais néanmoins, la problématique ne trouve pas toutes ses solutions dans le texte proposé. De la même manière, nous voulons saluer fortement la quête de résorption des paradoxes soulignés précédemment ici du rapporteur. Néanmoins, lorsqu'on institue un régime de déclaration auprès du maire pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, on aboutit, par suite logique, bien à 2 régimes de police spéciale identiques relevant pour l'un du maire et pour l'autre du préfet, avec pour seule distinction le nombre prévisible de participants apprécié par l'organisateur et avec une obligation générale de déclaration puisqu'il n'y aurait de fait plus de seuil minimal. Pour le dire rapidement, aux maires les petites raves et aux préfets les grandes, cette organisation évidemment mérite d'être affinée. Surtout si elle conduit certains maires, notamment ceux qui sont dépourvus de services de police municipale, à exercer sans moyens nouveaux ces nouvelles responsabilités. Ces 2 principaux sujets évoqués, je voudrais à mon tour
m'interroger sur la place qu'aurait pu occuper cette proposition de loi dans le projet de loi engagement et peut-être sur celle qu'elle pourrait occuper dans un prochain texte, pourquoi pas celui de loi sécurité intérieure. Nous voyons que nous partageons le diagnostic sur la problématique, les objectifs et un certain nombre de moyens de sanctions, mais nous voyons aussi que le dispositif est merveilleusement imparfait. Nous partageons la certitude que le législateur a de quoi faire œuvre utile en cette matière, surtout si ces quelques menues contrariétés juridiques, nous parvenions à les dépasser. Et donc, en conséquence, bien évidemment, nous ne voterons pas contre ce texte, malgré ces quelques réserves de fond, pour que le travail se poursuive. Je vous remercie, chers collègues, de votre attention. Merci, chers collègues. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Jean-Louis Masson pour le groupe des non-inscrits pour 3 minutes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce texte qui nous est soumis sur les rave-parties, à mon avis, n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'on doit, que ce soit pour les rave-parties, pour le stationnement des nomades ou pour toutes les démarches abusives de personnes qui bafouent ouvertement la loi avec la bénédiction des pouvoirs publics, eh bien, on doit être beaucoup plus restrictif et beaucoup plus dissuasif. Que ce soit, et je prends l'exemple des nomades parce que c'est exactement le même problème, que ce soit les nomades ou les rave-parties, on cherche toujours à arranger les choses. Hein, quand quelqu'un en totale illégalité occupe un terrain ou se livre à des rassemblements, eh bien, on essaye de négocier, de temporiser, et ce qu'une personne, je dirais, normale ou normalement respectueuse de la légalité ne se permettrait jamais, eh bien, ces individus, ne se gênent pas et font ce qu'ils veulent. Et c'est extrêmement grave, parce qu'on est dans un système où il y a 2 poids, 2 mesures. Si quelqu'un parmi nous se met à organiser une rave, eh ben, lui, il aura tout un tas de problèmes. Mais plus on est marginal, plus on est en dehors des clous, plus on peut faire des choses. Bon, et c'est là où je crois que la dissuasion doit être beaucoup plus forte et la réaction des pouvoirs publics doit être beaucoup plus forte. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait quelques amendements qui, bien entendu, ne seront pas adoptés, mais je tiens à défendre mon point de vue. Je crois que dans notre société, si on réagissait plus fermement, justement, face à ces dérives et face à tous ces gens à moitié marginaux qui font n'importe quoi, qui finalement ont la bénédiction des pouvoirs publics, eh bien, on arriverait peut-être à normaliser beaucoup plus facilement la situation. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur ce texte, je ne le voterai pas parce que je trouve qu'il est insuffisant. Bon, je ne voterai peut-être pas contre, je vais voir comment se déroulent les débats, mais en tout cas, je ne voterai pas pour parce que je crois qu'il ne va pas assez loin, il n'est pas assez ferme. Tout comme d'ailleurs, je n'avais pas voté sur un texte qui est passé il y a quelques temps concernant les nomades, parce que je crois que là-dedans, il faut être très clair, très ferme, et si on est ferme, on sera dissuasif réellement. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à la présidente Éliane Assassi pour le groupe CRCE pour 6 minutes. Une autre tonalité. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors la lecture de cette proposition de loi m'a rappelé à mon souvenir un certain nombre de textes du même acabit. La sécurité dans les manèges, la lutte contre les rodéos motorisés, les mini-motos, les chiens dangereux et donc aujourd'hui les rave-parties. Ce catalogue à la Prévert de propositions de loi d'émotion pose d'emblée la question
de l'opportunité à légiférer sur le tout venant, sur l'actualité qui peut être importante, bien sûr, mais est-ce que chaque fait divers, nuisance ou accident de la vie nécessite que les parlementaires retouchent à la loi, au moment même, quand même, où l'inflation législative n'est plus à démontrer et fait débat? Ici, le texte du député Thibault Bazin, à l'origine de cette proposition de loi, nous indique qu'il est nécessaire d'agir en matière législative suite à, je le cite, « la recrudescence de rave-parties illégales, notamment lors de la Saint-Sylvestre 2017, à Lunéville ou quelques jours plus tard dans les Vosges ». Dans ce cadre, la proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat avait pour but de baisser le seuil des personnes présentes sur le lieu d'un rassemblement festif à caractère musical à 300, seuil à partir duquel une déclaration doit être faite auprès du préfet du département, tout en ajoutant en parallèle la condition, à la tenue de l'événement, de respect du voisinage et la notion d'impact possible sur la biodiversité. La proposition de loi initiale visait également à allonger la durée maximale du saisie du matériel utilisé de 6 mois à 1 an et à faire passer la peine encourue d'une contravention de 5e classe à un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 3 750 €, sanction au quintuple pour les personnes morales prévues par le dernier article. Alors, sur cette dernière mesure, je mesure quand même la sagesse de la commission des lois qui a transformé la peine de prison en une peine de travaux d'intérêt général. Cela est heureux car la proposition de loi initiale était bien symptomatique d'une dérive maintenant beaucoup trop fréquente qui conduit à légiférer au moindre fait divers, en proposant des durcissements de notre code pénal, en pensant que dissuader passe nécessairement par la relecture de notre code pénal, en jugeant que la contravention même de 5e classe n'est rien face aux délits et aux peines d'emprisonnement, au moment même, quand même, où tous les observateurs et les professionnels dénoncent l'échec du tout carcéral et au moment même où l'administration pénitentiaire est saturée. À cette surenchère pénale, on pourrait privilégier le dialogue. Comme l'indique le président de Technopole, Tommy Vaudegran, durcir les sanctions ne sert à rien. Il dit « Il vaut mieux s'entretenir avec les responsables ». D'ailleurs, selon lui, lors de ces rassemblements, il n'y a pas plus d'accidents que dans les férias, les sorties de boîte de nuit, les soirées étudiantes ou tout autre événement légal. On balance le tout sécuritaire pour faire peur aux gens, alors que beaucoup d'événements sont autogérés et gèrent bien les incidents. Fin de citation. En ce sens, je salue également les modifications apportées par la commission des lois qui a introduit avec l'article 1er bis une charte de l'organisation des rassemblements destinée à définir les engagements des organisateurs de ces rassemblements et qui doit permettre au pouvoir public d'obtenir des garanties sur le bon déroulement. Il s'agit là, monsieur le rapporteur et monsieur le ministre, d'une mesure plutôt acceptable, bien que peu engageante. Car pour le reste, selon nous, l'encadrement législatif et réglementaire déjà existant rend tout nouveau dispositif législatif inutile. En effet, les rassemblements festifs à caractère musical sont déjà largement encadrés. La loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité en a fait mention pour la première fois, avant d'être reprécisée à la fois par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, l'article 53, par le célèbre amendement Mariani, et un décret d'application du 3 mai 2002 pris pour l'application de la loi de 1995. Enfin, l'encadrement de ces rassemblements fait l'objet, depuis l'ordonnance du 12 mars 2012, de toute une section du Code de la sécurité intérieure, article L.211-5 à L.211-8. Aussi, l'article L211-6, notamment, permet déjà, lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, au préfet d'organiser une concertation avec les responsables pour adapter les dites mesures d'encadrement ou rechercher un terrain ou un local plus approprié. Transférer ces pouvoirs aux maires n'est pas la solution pour nous, comme nous avons eu l'occasion de le dire lors de la discussion du projet de loi Engagement et proximité que nous venons d'adopter. Concernant les impacts de ces rassemblements festifs sur la biodiversité, nous ne pouvons bien sûr rester insensibles à cet argument préoccupant. Mais force est de constater que le texte n'évoque cet aspect qu'à la marge.
Finalement, au regard de toutes ces remarques et en dépit des améliorations qui ont été apportées par la commission des lois sur le texte initial, nous ne voterons pas pour cette proposition de loi. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur François Bonhomme pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans les vicissitudes de la vie d'un maire, toutes ne jouissent pas de la même considération. S'il en est une qui est souvent en dehors des radars de la pensée conforme et de leurs apôtres, on trouve les rave-parties clandestines ou sauvages. Quelle que soit l'appellation de ce qui pourrait apparaître comme un avatar de ce droit à la fête, une rave-party, une free-party, la recrudescence de ce phénomène amène à traiter des questions essentielles qui touchent à l'atteinte à des droits aussi essentiels que le droit de propriété, avec en contrepoint l'occupation sauvage de terrains publics ou privés, que le droit à la préservation de l'environnement, avec pour contrepoint des atteintes à la biodiversité lors des occupations sauvages, que le droit à la santé, avec du trafic de substances incontrôlées et les risques inhérents, ou encore des pertes auditives irréversibles pour certains qui se retrouvent exposés à des enceintes qui crachent leurs décibels pendant des heures à des niveaux sonores et se retrouvent à 30-40 ans à porter des appareils auditifs pour toute leur vie. Ou encore la consommation d'alcool qui finit souvent dans les comas éthyliques profonds. Ou encore le droit à la sécurité, avec cette fois-ci pour contrepoint des jeunes filles qui se retrouvent agressées sexuellement, parfois, agressions facilitées par ces grands rassemblements pas toujours pacifiques. Ces diverses situations émanent en majorité du milieu rural, où de nombreux maires subissent plus qu'ailleurs une recrudescence de ces manifestations organisées, bien souvent à leur insu, et en tout cas à l'insu des pouvoirs publics, et sans aucune autorisation administrative. Monsieur Durain, je vous assure que le caractère avant-gardiste de ces rassemblements échappe à la plupart des maires. Tout le monde n'a pas peut-être la chance de vivre en Saône-et-Loire, mais en tout cas pour le reste du territoire, ça ne se passe pas comme ça. Et lorsqu'on voit qu'à l'heure actuelle, la non-déclaration, le non-respect de l'interdiction préfectorale ne sont passibles que d'une contravention de 5e classe, assortie éventuellement d'une saisie du matériel utilisé pour une durée maximale de 6 mois, on comprend facilement les limites du dispositif de contrôle et l'inanité du système actuel. On comprend aussi que nombre d'organisateurs de rave-parties ricanent devant la légèreté des sanctions encourues. Ces dernières n'étant pas assez dissuasives, les rave-parties illégales fleurissent à travers nos régions avec leur lot de débordements. Et malheureusement, les incidents graves qui émaillent ces rassemblements clandestins sont courants. Le milieu rural est touché en premier. Et je regrette à ce titre que mon département, le Tarn-et-Garonne, ne fasse pas exception à la règle. En juin 2018, un champ de tir de l'armée de cette dernière était envahi illégalement par plus de 300 teufeurs, déterminés à faire fi des barrages de gendarmerie pourtant destinés à leur interdire l'entrée du site. De nombreux riverains ont été alors exaspérés par les décibels assourdissants de cette rave-party sauvage, et ce, à quasiment 10 km à la ronde. Outre les nuisances sonores à l'origine de ces événements, il convient de mettre le doigt sur la violence induite à cette occasion. En ce sens, 2 mineurs de 17 ans se faisaient agresser à coups de bombes lacrymogènes et de tessons de bouteilles en marge de la rave-party organisée à Montèche en juin 2018. En 2016, un jeune de 20 ans trouvait la mort en marge d'une rave-party organisée à Saint-Antonin-Nobleval. Nuisances sonores assourdissantes et terrains dévastés pour les riverains, coma éthylique et overdose, atteintes sexuelles, dévastation des lieux, tel est le lot de biens de ces rave-parties organisées de manière illégale. En pareil cas, les maires se retrouvent dans l'incapacité de faire face à ces grands événements ou rassemblements de teufeurs qui, en moins de 2 heures, réseaux sociaux aidant, se retrouvent des centaines, voire des milliers dans un champ ou une forêt. Force est donc de constater que le régime actuel s'avère peu efficace pour faire entrer l'organisation de ces rave-parties dans la légalité pour garantir la sécurité de ses participants, la protection de l'environnement ou encore la tranquillité des riverains. Cette proposition de loi répond donc à un besoin véritable de conditions de sécurité et de préservation minimale des conditions de réalisation. En ce sens, notre commission des lois a permis de mettre en place un régime de déclaration obligatoire auprès des maires afin de permettre à ces derniers de prendre des mesures nécessaires lorsqu'une rave-party doit se tenir sur le territoire de leur commune. De même, la possibilité de saisie du matériel en cas de méconnaissance des obligations des organisateurs peut donner une véritable efficacité opérationnelle qui manque aujourd'hui. Enfin, nous avons conclu la nécessité de renforcer les sanctions en prévoyant la création d'un délit assorti d'une peine
de travaux d'intérêt général. L'objectif de cette proposition de loi n'étant pas d'interdire le droit des teufeurs, mais bien de mettre en place des mesures préventives et d'obtenir un dialogue plus équilibré entre les pouvoirs publics et les organisateurs désireux d'entrer dans la légalité. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Brigitte Lherbier pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues et Monsieur le rapporteur. Chaque année en France, plus de 3200 rave-parties sont organisées, majoritairement dans les zones rurales, presque toujours sur des terrains privés, sans qu'aucune autorisation n'ait été demandée par les organisateurs. En 2015, lorsque j'étais directeur des études de l'Institut d'études judiciaires, j'avais demandé à la gendarmerie de venir faire de la prévention auprès de mes étudiants. C'est ce qu'ils ont fait sur place. Un colonel est venu présenter une vaste organisation qui s'était tenue à Cambrai. Une organisation gigantesque, autorisée, encadrée, avait été mise justement en place à Cambrai pour le Technival sur l'ex-base aérienne 103. La colonelle avait montré l'importance du matériel nécessaire au PC de la gendarmerie sur les lieux, des voitures avec groupe électrogène, des caméras, des patrouilles cynophiles pour garantir la sécurité des personnes et des biens aux approches du site et limiter les nuisances pour les riverains. Afin de lutter aussi et surtout, je rejoins M. Bonhomme, contre la délinquance spécifique à ce type de manifestation telles que le trafic de stupéfiants et les atteintes aux personnes. La gendarmerie devait aussi garantir la fluidité de la circulation en périphérie de la zone avec la présence d'unités mobiles sur le terrain. La préfecture avait mis en place des supports logistiques pour l'eau, l'électricité, les sanitaires. Une zone de soins avait été mise en place avec des lits d'appoint, des tentes. Une clôture avait même été installée autour de l'emprise de la zone du Technival pour délimiter la manifestation. À l'issue de cette présentation, chacun de mes étudiants a pris conscience que la fête en plein air devait continuer, bien sûr. Elle devait exister, mais qu'elle nécessitait un encadrement professionnel pour que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Toutes les rave-parties ne sont bien sûr pas de cette ampleur, mais à l'issue de cette présentation, les étudiants ont compris le bien-fondé de la demande d'autorisation stricte et généralisée, car les risques existent à plus ou moins grande échelle. Notre objectif n'est bien sûr pas d'interdire ces rassemblements. Nous devons simplement prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les lois et l'ordre public. En effet, il n'est pas concevable de ruiner un terrain agricole ni de saccager un site naturel, ni de causer des troubles anormaux du voisinage présentés par mes collègues. Dans un État de droit où la liberté reste la règle, les organisateurs doivent simplement prendre leurs responsabilités en trouvant le lieu adéquat, en concertation avec les pouvoirs publics, pour occasionner le moins de gêne possible. En facilitant la mission d'accompagnement, de sécurisation et du maintien de l'ordre public organisée par les gendarmes, en remettant en état le site sur lequel s'est déroulé le rassemblement. Seul l'établissement d'un dialogue constructif est en mesure d'apporter des garanties nécessaires. Aujourd'hui, la loi prévoit que c'est au maire qu'il appartient de gérer ces événements lorsque les rassemblements n'excèdent pas 500 participants. Or, comme je l'ai dit plus tôt, ces rassemblements se font généralement dans des zones rurales, peu habitées, et les maires sont trop souvent démunis et disposent de moyens trop faibles pour appréhender ces réunions. C'est le rôle du Sénat, en tant que représentant des territoires, de fournir à nos élus les moyens de faire face. Aussi, je me réjouis que dans la proposition de loi, on ait visé à abaisser le seuil déclenchant la déclaration de telles fêtes au préfet, qui dispose des moyens plus conséquents que les maires des trop petites communes rurales. L'article 2 prévoit de renforcer les sanctions pour que les organisateurs
contre les organisateurs de rave-parties illégales. La commission des lois a exploré la possibilité de mettre en place une charte de l'organisation des rassemblements qui serait définie après négociation avec les organisateurs par les pouvoirs publics. Je salue cette initiative qui me semble aller dans le bon sens. Nous ne pouvons pas empêcher toutes les rave-parties de se tenir. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est inciter les organisateurs à rester dans la légalité. C'est l'objectif de cette proposition. Il convient d'ailleurs à ce sujet de préciser que nombre de ces rave-parties se font dans une atmosphère bon enfant. Il est même fréquent que les organisateurs des soirées mettent en place entre deux concerts des postes de quelques heures destinés à ramasser tous les détritus et remettre le site en état. Cette proposition de loi que nous débattons en ce moment me paraît équilibrée dans la mesure où elle accompagne les comportements vertueux et s'attaque aux comportements nuisibles, en prenant soin de ne pas mettre tous les organisateurs dans le même panier. Je la voterai sans hésiter. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Nicole Duranton pour les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les rave-parties à répétition exaspèrent. On en a marre, on n'en peut plus. Voilà ce que nous entendons trop souvent. En effet, la rave-party implique une série de nuisances publiques, à commencer par le bruit, un déluge de décibels, mais pas seulement. Il y a aussi la consommation excessive d'alcool, l'usage de stupéfiants, les champs saccagés et déchets divers. Beaucoup de choses ont déjà été dites par mes collègues. Néanmoins, voici un petit rappel historique. Lorsque la Direction générale de la police nationale s'est saisie du sujet pour la première fois en 1995, c'était sous l'angle unique du problème au travers d'une circulaire mettant l'emphase sur la vente et la consommation de stupéfiants. Une autre, en 1998, distingue d'une part les organisateurs qui font une demande auprès des services administratifs et d'autre part qui organisent clandestinement ce qui sera dès lors nommé les free parties. La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne entérine ce système. Pourtant, en 2002, seuls 7 raves ont été déclarés dans mon département de l'Eure, puis 9 en 2003. Or, nous connaissons tous la réalité de nos territoires. Nous savons tous qu'il y en a bien plus dans l'Eure comme ailleurs. Il est évident qu'une grande partie de ces événements échappait donc au cadre légal jusqu'alors proposé. Compte tenu de l'ampleur que les rave-parties ont pris, la sémantique que nous appliquons doit être adaptée. C'est aujourd'hui l'objet de ce texte qui vient à point pour étendre le champ de déclaration préalable et donner le contrôle de celle-ci aux maires pour les événements de moins de 500 participants. D'abord, il faut ouvrir les possibilités d'agrément pour les organisateurs afin que ceux-ci ne soient plus tentés de passer outre la déclaration préalable et d'organiser des raves illégales. Ce texte y parvient avec brio. Ensuite, pour ceux qui continuent à contrevenir à la loi malgré ce nouveau dispositif, je crois que nos compatriotes, dont le calme est troublé par ces raves, dans certaines zones très régulièrement, sont en droit d'attendre de nous une sévérité légitime. Toutefois, cette sévérité ne doit pas dépasser la gravité de son objet, ni rendre la peine équivalente de celle encourue pour des faits plus graves. Ainsi, mon premier amendement préconise le passage de 3 750 à 4 500 € d'amende pour ceux qui organisent des raves non déclarés. En outre, les rave-parties réunissent des participants venant parfois de loin et prévenus longtemps en amont sur les réseaux sociaux. La communication sur celle-ci s'organise en effet au mépris de la loi par le maintien d'une imprécision sur les lieux de rendez-vous, souvent en la modifiant en dernière minute. Il convient donc d'encadrer ce canal en ne permettant pas la diffusion d'informations sur la tenue d'une rave avant l'agrément. C'est l'objet d'un second amendement prévoyant une contravention pour la publicité faite avant l'obtention d'un agrément. Enfin, en vertu d'un décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés au bruit et au son amplifié, le niveau sonore ne peut excéder 105 décibels en général et 102 décibels sur 15 minutes. Le niveau sonore est une nuisance si ce n'est la nuisance principale,
tant les participants que pour le voisinage. Sa lisibilité est essentielle. Il faut donc inciter les organisateurs à installer des écrans affichant en direct le volume diffusé de la même manière que dans les festivals. Notre rôle sera désormais de rester attentif à l'application de cette loi, en particulier concernant le périmètre des éléments mentionnés par les organisateurs et la réponse des maires lorsqu'une rave se tient sur les territoires limitrophes de plusieurs communes. Je voterai en faveur de cette proposition de loi. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Et à l'article 1er, j'ai une demande de prise de parole de M. Henri Cabanel pour le groupe RDSE. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Moi, je voudrais d'abord remercier notre collègue Pascal Bory d'avoir mis cette PPL à la discussion parce que c'est un véritable sujet, un véritable problème. Elle l'a dit, mais je reconnais aussi que de donner des pouvoirs supplémentaires comme le souhaite la PPL en ne donnant pas les moyens suffisants aux maires, comme l'a exprimé d'ailleurs le ministre dans ses propos, c'est une vraie problématique. Pourquoi ? Parce que, en tout cas chez moi, je ne sais pas ailleurs, mais chez moi dans l'Hérault, vous avez cité, Madame Bory, Saint-Pargoire dans l'Hérault, mais Saint-Pargoire est une commune rurale, une toute petite commune rurale, et en général, ces manifestations se font dans de toutes petites communes rurales. Et les maires, donc, n'ont absolument pas les moyens de pouvoir assumer les responsabilités qu'on va peut-être leur donner. Moi, je voudrais insister sur deux faits. D'abord, bien évidemment, qu'il faut que nous puissions trouver des solutions qui nous permettent donc de préserver en tout cas certains territoires. On a parlé de biodiversité. Moi, je sais qu'il y en a une qui s'est faite dans le département de l'Hérault avec des risques parce qu'il y avait l'eau potable de la commune qui était sur le bassin versant. Donc tout ça, il faut effectivement essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, elles ne seront trouvées, et notre collègue Pascal Bory l'a dit dans sa discussion générale, qu'à travers la concertation. Et la discussion à travers donc la volonté des parties prenantes à trouver des solutions. Pourquoi ? Mais parce que ça n'a pas été dit, ou alors je ne l'ai pas entendu, mais les rave-parties, qu'elles soient à plus de 500 ou à moins de 500, il y en a très peu qui sont déclarées et qui ont une autorisation légale. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours des difficultés, et les organisateurs ont toujours des difficultés à trouver un endroit. Parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir un endroit qui leur permette donc de pouvoir s'exprimer à travers donc cette manifestation. Et je pense que le travail que l'on doit mener dans la concertation, c'est d'abord et avant tout de trouver un endroit. Bon, j'aurai l'occasion de m'exprimer sur divers amendements, mais je crois que le maître mot dans cette volonté que l'on a de discuter de cette PPL, c'est la concertation. Merci, chers collègues. Madame Benbassa a demandé aussi la parole sur cet article. Merci, Monsieur le Président. Je me suis déjà exprimée dans ce sens lors de la commission. On ne peut pas quand même continuer à tout réprimer. Les sociétés ont besoin de catharsis et les fêtes, comme les rave-parties, existent depuis l'Antiquité et existent ailleurs aussi sous la forme de carnaval et autres. Alors, quel est l'intérêt ? C'est vrai qu'il faut encadrer ce genre de festivités. Il faut trouver des solutions, mais on ne peut pas empêcher les débordements. C'est la partie libérale économiquement de notre Sénat qui a élaboré ce texte. Vous savez, aux États-Unis, la fête, le festival Woodstock n'a jamais empêché les États-Unis de rester le champion du libéralisme économique. C'était pourtant le temple du sexe, de la drogue, Jimi Hendrix, etc. Mais M. Bas n'était pas encore né à cette époque. Donc, je continue à dire que les fêtes ce genre de fêtes constituent des soupapes de sécurité pour la société. M. Bas me dira que c'est de la philosophie, mais il faut un peu de philosophie pour gérer les sociétés et pas seulement la police. La police est nécessaire, mais pas dans ce genre
de fête où il faut un encadrement plus light. Deuxièmement, je finirai par vous rappeler le tragique événement de Nantes, n'est-ce pas, avec Steve Canisso, qui, lors d'une intervention pendant une technofête, s'est trouvé n'est-ce pas, dans la rivière noyé. Alors, c'est un exemple quand même dont il faut tirer les leçons, parce qu'on ne peut pas tout le temps être dans le sécuritaire, parce que le tout sécuritaire n'existe pas, parce que ça ne correspond pas au genre humain. Il faut donner, il faut laisser prise, et il faut certes trouver des solutions, mais pas de nouveau nous faire une loi avec emprisonnement, etc. Mais enfin, je ne sais pas, mettez-les aussi dans les hôpitaux psychiatriques. Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre, mais il faudrait peut-être accompagner quelques-uns de nos collègues à des rêves partis pour voir un peu ce qui se passe. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Monsieur Longeot pour prise de parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Madame Bory, mes chers collègues. Alors, c'est avec attention que je suis les débats autour de cette proposition de loi, et je félicite l'auteur de cette proposition de loi, mais je souhaiterais y apporter une contribution par rapport à des événements vécus sur mon département. En effet, il peut exister, et il existe une réelle problématique liée aux dégâts engendrés par ces rassemblements, de même que des dégâts engendrés par les nuisances sonores pour les habitations qui se trouvent à proximité. Mais il s'avère également, et c'est le point sur lequel je voudrais attirer l'attention du gouvernement, mais il s'avère également que les organisateurs de tels événements font parfois face à des aléas de dernière minute en raison, au dernier moment, du refus d'utilisation du site qui était pressenti ou des sites qui étaient pressentis et avaient pourtant fait l'objet d'une contractualisation et d'un accord en préfecture. Dans un tel contexte, alors, effectivement, la manifestation est trop proche pour être annulée, et les organisateurs trouvent des solutions alternatives d'urgence, proches géographiquement et dans des délais brefs, en raison, je le rappelle, d'une réalisation unilatérale abusive du contrat, sans faute particulière par les organisateurs. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement, et je tiens à attirer l'attention là-dessus, mes chers collègues, qu'il faut bien entendu condamner d'un côté les excès, ça c'est une évidence, mais reconnaître parfois des situations de désorganisation involontaire et fortuite d'un autre côté. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste préciser, en entendant les différents orateurs, que l'article 1 ne crée aucun pouvoir et ne transfère aucun pouvoir au maire. C'est faux. C'est inexact en tout cas, puisqu'en réalité, il institue un régime déclaratif sur concertation avec une charte établie par les pouvoirs publics. L'article 2, tout est dans l'article 2. Lorsqu'un maire constate un délit ou par le fait de refuser une manifestation et que cette manifestation donne naissance à un délit, il a le devoir, le droit, ce n'est pas avec ses moyens qu'il agit. Il a le devoir non seulement d'informer la gendarmerie ou la police qui est territorialement compétente et le sous-préfet le 3/4 du temps, mais il n'y a dans cette PPL aucune création de pouvoir spécial et de transfert au maire. Justement, dans l'esprit que lui donner un pouvoir sans lui donner les moyens de l'exercer, ce serait impossible. Mais quand un maire a connaissance d'un délit, il est de son rôle d'informer les autorités compétentes, c'est-à-dire l'État, par l'intermédiaire des services de police et de gendarmerie. Donc je ne vois pas pourquoi on parle de ce pouvoir qui n'existe pas, Monsieur le ministre. Il n'y a aucun transfert de pouvoir au maire, bien au contraire. Le seul fait, c'est à la gendarmerie de constater le délit, de prendre les mesures coercitives, garde à vue, saisie, pour faire appliquer la loi. Tout simplement, ce n'est pas le maire qui agit. Et une commune même ne serait-ce que de 10 habitants, le maire n'a pas à mettre à exécution le constat d'un délit. Il ne fait qu'informer les autorités de police judiciaire compétentes. Merci. Monsieur le rapporteur, Monsieur Bonhomme a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, l'article 1, qui tend à assurer en fait l'information préalable des maires avant tout rassemblement via un nouveau régime de déclaration,
pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, notamment moins de 500 personnes attendues et absence de publicité. Donc, quelle que soit la taille de rassemblement, les organisateurs devront donc présenter les documents permettant d'organiser précisément ces rassemblements. Et de ce point de vue, ça me semble une avancée. Je voudrais juste ajouter à l'adresse de notre collègue Benbassa, avec qui on a souvent l'occasion de discuter de ces sujets, que j'apprécie sa culture politique et ses références à Woodstock, naturellement, et sa justification philosophique sur la catharsis et que la société aurait besoin de défouloirs et qu'il ne faudrait pas trop les organiser, même si, pour une raison qui m'échappe, elle oublie parfois les dérapages et les dérives auxquels ça donne lieu, mais elle a présenté ça comme une mesure liée au libéralisme. Mais je voudrais dire quand même à l'inverse que je suis surpris de son interprétation, parce que l'hyper-individualisme, il est précisément dans ces manifestations où l'individu est roi et il ne supporte pas toute restriction qui viendrait limiter son droit à la fête revendiqué et qui serait forcément qualifié de liberticide. Alors, ce vitalisme débridé ne supporte pas en fait la moindre obstacle à cette expression, parce que le droit de la fête dans ce cas-là, c'est forcément une expression légitime de l'être qui se répand dans ses droits, et toute limite à ce droit serait forcément de nature autoritaire. Je crois que il faut quand même resituer un peu les choses. C'est des personnes qui ne supportent pas parfois la moindre contrainte formaliste pour organiser au mieux ces événements plutôt que les subir. Et que dans ces conditions, d'ailleurs ça fait toujours sourire parce que quand vous dites ça, toute condition posée par vous vaut les épithètes les plus disqualifiants, de rétrograde à aussi sourd aux musiques actuelles et qu'on ne comprend rien aux musiques d'avant-garde. Je me suis désolé, toutes les fêtes, chère Madame Benbassa, ne finissent pas parfois avec des dérives qu'on a pu signaler. Merci, chers collègues. Donc, nous passons à l'examen des amendements sur cet article. 2 amendements en discussion commune. Le 5, Monsieur Durain. Oui, Monsieur le Président, merci. Les rave-parties sont régies par le Code de la sécurité intérieure, dans sa partie législative, ainsi que dans sa partie réglementaire. Cette législation est donc précisément cadrée. D'une part, il existe les dispositions générales qui relèvent de la loi. D'autre part, des formalités pratiques auxquelles doivent se soumettre les organisateurs de rave-parties sont renvoyées au domaine réglementaire. En prévoyant une nouvelle déclaration auprès du maire pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, l'article 1er crée un nouveau régime déclaratif. La volonté de donner au maire la capacité d'anticiper pareille manifestation est légitime. L'esprit de dialogue et d'accompagnement qui a présidé à l'élaboration du cadre législatif en vigueur pour les rave-parties conséquentes serait appliqué ainsi aux rave-parties de moyenne importance. Cependant, afin d'assurer la cohérence de l'ensemble des dispositions relatives aux rave-parties, l'amendement que nous présentons vise simplement à aligner le régime destiné aux petites rêves sur le régime en vigueur. En effet, la précision relative au délai d'1 mois est de nature réglementaire. Il serait approprié de laisser le décret définir cette durée, au même titre que pour les grands rassemblements. Je rappelle que lorsque nous sommes passés en 2006 du seuil de 250 participants à 500 personnes, à partir duquel une déclaration est rendue obligatoire, pour mieux cibler les gros événements qui préoccupaient alors les pouvoirs publics, cette précision étant de nature réglementaire, un simple décret du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a suffi sans qu'il soit besoin de légiférer. Je signale d'ailleurs au passage que nous aurions pu également demander la suppression de l'alinéa 4 de l'article 1er, qui impose de mentionner dans la déclaration les nuisances de toute nature qui peuvent en résulter, puisque cette prescription est déjà fixée par le décret qui définit la déclaration sur les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement. Donc cet amendement vise à être pragmatique et à laisser de la souplesse au cadre législatif qui doit s'appliquer aux rave-parties. Merci, cher collègue. Le numéro 2, Monsieur Masson. Oui. Ouais, je pense que le délai d'1 mois n'est pas suffisant. Il faut quand même que, disons, une fois que la notification a été faite, les gens puissent se retourner, l'administration puisse réagir. Et je pense que ce délai est trop court parce que le temps que tout se mette en branle, finalement, il devient extrêmement difficile de pouvoir réagir. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, d'un côté, on veut supprimer le délai, de l'autre, le multiplier. Je crois que la question au niveau normatif adéquat pour les délais reçoit des réponses variables dans le Code de la sécurité intérieure. Dans l'état actuel de la PPL, je crois que le bon délai est d'1 mois. Et puis, quand elle prospérera, peut-être qu'il sera amendé. Mais dans l'état actuel, au numéro 1 et au numéro 2, avis défavorable. Monsieur le ministre.
Président. Donc, sur les deux amendements, rappelez peut-être la position du gouvernement, puisqu'en découle la position sur les deux amendements. Donc, je rappelle que pour nous, l'instauration de cette procédure, donc obligation de déclarer les rave-parties inférieures à 500 participants estimés donc par un organisateur, renvoie le maire finalement à cette gestion dans le cadre de ses seuls pouvoirs de police générale, mais in fine, et vous l'avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, dans la vraie vie, il se retourne vers les services de l'État, il se retourne vers le sous-préfet, et ce sont les gendarmes qui vont encadrer en réalité cette rave-party. Donc voilà, ce régime ne nous paraît pas satisfaisant de ce point de vue. Et par ailleurs, j'ajoute qu'il offre la possibilité aux organisateurs, enfin aux personnes qui veulent organiser des rave-parties au-delà des 500, d'essayer de contourner le régime de police spéciale en déclarant moins de 500. Donc voilà, donc pour ces raisons, nous sommes, c'est ce que je disais dans ma déclaration, dans ma déclaration préalable, dans la discussion générale. Et donc, de fait, donc nous sommes, je comprends l'amendement l'amendement 5 de monsieur Durin, dans la mesure où effectivement ça relève du pouvoir réglementaire, mais je serais quand même défavorable, puisqu'on est défavorable donc à cet article 1er, et même chose pour l'amendement de monsieur Masson, donc avis défavorable. Merci. Donc je mets aux voix les deux amendements. L'amendement 5 tout d'abord. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 2 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 11, Madame Delattre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le dispositif Vaillant, fixé en 2001, prévoit la responsabilisation des services de l'État uniquement pour les regroupements supérieurs à 500 personnes. Mais en Gironde, par exemple, ce sont surtout des plus petits rassemblements qui sont organisés sous forme de free party. Et dans ces situations, nous l'avons tous évoqué ici, sont les maires de la commune qui se sentent livrés à eux-mêmes. J'ai en mémoire les propos du maire de Salles qui a été confronté à cette situation. Lorsqu'ils souhaitent empêcher ces rassemblements, ils sont confrontés à leur manque de moyens, à leur solitude face à des groupes d'individus bien organisés. Et lorsqu'ils souhaitent au contraire permettre le déroulement de ces rassemblements dans des conditions susceptibles de satisfaire les participants, les riverains et les conditions de sécurité, ils ne peuvent là aussi parfois compter que sur eux-mêmes pour mobiliser les forces de l'ordre et la préfecture. C'est pourquoi cet amendement entend mettre en place un régime de responsabilité partagée entre les maires et l'État, les maires ayant la charge de la concertation et de l'information, les services de la préfecture de l'intervention si nécessaire pour garantir la sécurité de ces manifestations. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, le maire peut déjà informer le préfet et on peut penser que c'est d'abord l'appui des forces de l'ordre dont il a besoin, le maire. Surtout, l'amendement fait référence au L de 2215-1 du Code général des collectivités locales qui prévoit que le préfet peut se substituer au maire défaillant pour assurer la salubrité, la sûreté, la tranquillité publique. Il est difficile d'écrire dans la loi que le maire peut invoquer sa propre carence pour faire intervenir le préfet. Surtout, le régime de déclaration tel qu'il est mis en place ne crée pas de nouvelles responsabilités pour le maire. Il n'y a donc pas à prévoir de responsabilité partagée. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, avis défavorable exactement pour les mêmes raisons que celles que vient d'évoquer Monsieur le rapporteur. Donc, on inverse un peu un principe législatif fondamental qui est le pouvoir de substitution du préfet en matière de police en cas de carence. Donc voilà, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être évoquées par Monsieur le rapporteur, avis défavorable. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 11 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 14, Madame Duranton. Oui, merci Monsieur le Président. Donc le niveau sonore des rave-parties qui ne peut excéder le niveau envisagé par la loi est un véritable problème, tant pour les participants que pour le voisinage, et sa lisibilité est vraiment essentielle. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, je voudrais... Madame Duranton a parfaitement raison, mais comme le note l'objet de l'amendement, le niveau sonore de rassemblement doit être respecter les prescriptions légales en la matière. S'agissant du niveau sonore envisagé et de la mise en place d'un affichage en temps réel, il paraît préférable de laisser ces questions à la charte, qui doit être élaborée en concertation avec les pouvoirs publics. Avis défavorable, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre.
Avis défavorable également. Avis défavorable. Oui, monsieur Bonhomme. Oui, je comprends la position de notre rapporteur. Simplement, je voudrais dire à monsieur le ministre et surtout au ministre de la Santé, en quelque sorte, que cette question de décibels n'est pas une petite histoire. Parce que autant pour les appareils ou dans les discothèques ou pour les appareils type MP3, c'est limité à un nombre de décibels. Les discothèques, je crois que c'est 105 décibels ou 102. OK. Sauf que là, on se met en situation à ce que des jeunes se retrouvent, malgré eux, parfois, soumis à des enceintes qui sont hors normes, parce qu'il faut voir les machines, qui se retrouvent à être à 2 mètres, à 3 mètres d'enceintes gigantesques qui vont produire des décibels. Il suffit d'une exposition d'un quart d'heure pour avoir des atteintes irréversibles au niveau de l'oreille. Avec des jeunes que vous retrouvez de plus en plus à se retrouver handicapés à vie. Tout ça pour avoir suivi un groupe et l'effet grégaire aidant avec un handicap à vie. Donc je voudrais juste signaler ça parce que c'est un sujet malheureusement qui n'émerge pas souvent et j'aimerais que les pouvoirs publics, si j'ose dire, n'y restent pas sourds. Merci. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'amendement 14 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après cet article 1er, l'amendement numéro 1, Monsieur Grand. Merci, monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement, alors, Monsieur le Ministre, vous avez déjà répondu aux 2 premières parties de mon amendement. Je voudrais simplement aborder la dernière partie de l'amendement qui concerne les rassemblements non déclarés en milieu rural. Les forces de gendarmerie sont particulièrement mobilisées pour sécuriser les lieux. Il apparaît donc logique, dans ce cas-là, de mettre à la charge des organisateurs les frais liés au service d'ordre effectué au-delà des obligations normales incombant à la puissance publique. Dans une vie antérieure, Monsieur le Ministre, j'ai été élu sur le Larzac, mais élu dans l'Hérault, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Henri Cabanel concernant Saint-Pargoire, commune chère à Agnès Constant, notre collègue, nous avons aussi, bien naturellement, dans ce département, de nombreuses rave-parties sauvages. Moi, je trouve quand même qu'on demande à des organisateurs un certain nombre de frais de sécurité. Une rave-party non déclarée, il faudrait quand même qu'il y ait une petite facture qui arrive, parce que ça, c'est plus acceptable. Je rappelle quand même, pour notre excellente collègue, que les rave-parties, c'est quand même très souvent un lieu où il y a beaucoup de drogue, et naturellement un usage immodéré des boissons. Donc la responsabilité des pouvoirs publics est quelque part engagée par ceux qui l'organisent, et si en plus ils ne déclarent pas, je pense, Monsieur le Ministre, qu'on pourrait faire l'effort de leur demander une participation. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Alors, puisque M. Grand a escamoté de 2 parties pour rester sur la 3e, je voudrais juste répéter, parce que ça me paraît extrêmement important, le texte de la commission des lois met en place un régime de déclaration simple, Monsieur le ministre, qui permet l'information du maire 1 mois avant la tenue d'un rassemblement, mais ne lui confère pas du tout de nouveaux pouvoirs de police et donc pas d'obligations supplémentaires. Par rapport à ce qui existe déjà, modifier cet équilibre implique plus le maire en droit sans lui donner plus de moyens en fait. Il n'est donc pas possible d'être favorable à cet amendement. D'autre part, l'amendement de M. Grand impute aux organisateurs des frais de sécurité liés à l'organisation de leur rassemblement. Si cette mesure peut sembler tout à fait logique, et j'y adhérerais si je n'étais pas rapporteur, mais elle n'est pas applicable en pratique pour une activité qui reste dans la sphère des spectacles amateurs. Ce serait donc là ouvrir une nouvelle cause de tension avec les organisateurs sans pouvoir espérer récupérer les sommes demandées. Donc avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, donc pour les mêmes raisons que le rapporteur, d'abord sur la première partie de votre amendement, Monsieur le sénateur Grand, on impose aux communes des obligations qu'elles ne seront jamais en mesure de réaliser. Enfin, ça veut dire une concertation, une discussion avec un organisateur, prévoir, valider son dispositif de sécurité, lui imposer des prescriptions, le cas échéant interdire. Voilà, ce sont des pouvoirs qui sont un peu exorbitants par rapport aux capacités de certaines petites communes.
là où généralement, en réalité, ils se retournent vers les services de l'État. Et deuxièmement, pour ce qui est de facturer finalement les services des forces de l'ordre, ce sont généralement des manifestations à but non lucratif, donc nous ne sommes pas dans le cadre des textes qui prévoient ce type de facturation, tout simplement. Et les forces de l'ordre interviennent d'ailleurs elles interviennent plus pour des nécessités de sécurité publique, d'ordre public, et elles sont dans le cadre de leur mission générale de sécurité, malheureusement. Mais ces missions sont effectivement exercées. Tout à l'heure, j'entendais monsieur le sénateur Durain évoquer une rave-party qui s'est déroulée dans les environs de Nantes, qui a mobilisé quand même, monsieur le sénateur, sachez-le, 120 gendarmes, avec de nombreux contrôles qui ont été effectués et de nombreuses verbalisations. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Grand. Oui, monsieur le ministre, si notre collègue Pascal Bory a déposé cette proposition de loi, c'est que le problème existe. Vous avez raison de dire que ce n'est pas lucratif, mais moi j'ai quand même des yeux ouverts. Quand vous voyez arriver des grands camions pleins de bière qui distribuent, il y a quand même un commerce sur place, hein, et je parle que de la bière. Que de la bière. Donc moi je crois quand même que là il ne faut pas qu'on soit naïf. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Les organisateurs ont les moyens de payer les gendarmes. Ils ont les moyens de faire plein d'autres choses. Ils arrivent avec une organisation de professionnels, bien souvent, qui dure en plus plusieurs jours. Et là, ils ne pourraient pas payer 10, 15, 20 000 euros pour des gendarmes. Non, mais attendez, à qui on fera croire ça? Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Juste une précision, monsieur le ministre. Puisque ça deviendrait un délit, forcément avec confiscation, en valorisant la confiscation, il y aura les moyens de payer à qui de droit les sommes qui seraient à récupérer. Merci. Monsieur Gay, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, je ne viens pas sur le fond de la proposition de loi. Madame la Présidente Assassi a dit ce que nous en pensions. Mais le risque, lorsqu'on ouvre un débat comme ça, c'est la surenchère d'un certain nombre de questions, et parfois irréalistes. Donc, je prends cet amendement de notre collègue Monsieur Grand. Si il n'y a pas d'organisateur déclaré, à qui on va envoyer la note? Non, mais je vous pose la question. S'il n'y a pas d'organisateur déclaré, à qui vous envoyez la note? À personne. L'autre amendement, je ne suis pas intervenu avant, sur la question des décibels, qui est une vraie question. Mais lorsque vous organisez, et j'en sais quelque chose, j'ai organisé un festival autorisé, qui est la fête de l'humanité. Vous voyez, la plus grande fête populaire, ben je sais que ça vous déplaît. Ben si, 600 000 personnes par an, c'est la plus grande. Mais j'en viens sur un mot. Sur cette question de plein air, déjà, pour afficher les décibels, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, y compris, nous n'avons pas la technique. Je vous le dis. Donc, pensez qu'un petit rassemblement qui réunit quelques centaines ou quelques milliers de personnes dans les conditions dans lesquelles ils se réunissent va le faire, c'est inapplicable. Vous voyez, donc j'ai envie de dire, dès qu'on a ce style de proposition de loi qui peut poser un certain nombre de choses qui existent et qui sont une réalité, mais aujourd'hui, on a l'arsenal législatif pour le faire. De quoi nous manquons aujourd'hui, en réalité? Des moyens pour le faire appliquer. Des gendarmes, c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et ça, j'ai envie de dire, mes chers collègues, vous pourrez faire toutes les propositions de loi les plus répressives que vous voulez. Et on pourra faire des surenchères toutes les semaines, se réunir ici toutes les semaines, avoir des amendements encore plus répressifs, pour nous expliquer que quoi qu'il arrive, nous irons au bout du bout du bout. Nous enverrons même des notes de frais à des gens qui n'existent pas. Mais nous n'y arriverons pas si nous n'avons pas le vrai débat qui va nous occuper pendant un mois dans cet hémicycle, qui est en réalité le budget de la France et des moyens que nous mettons dans nos services publics, et notamment en termes de gendarmerie, pour faire respecter les choses. Parce que oui, lorsqu'un terrain privé est envahi, oui, il y a problème, mais aujourd'hui, c'est déjà dans la loi et vous pouvez déjà le faire appliquer. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas les moyens, que la personne seule se retrouve face à des centaines, voire des milliers de personnes, et que les gendarmes, quand ils y arrivent,
C'est déjà fait et ils sont parfois 2 ou 3. Donc ils ne vont pas à 3 faire respecter la loi. C'est ça le problème que nous avons. Mais on a un faux débat, je vous le dis. Donc allons au bout, c'est ma seule et dernière intervention, ma seule et unique. Continuons à avoir des amendements plus répressifs, plus farfelus les uns que les autres, et nous voterons contre à la fin. Parce que déjà, dès que nous aurons fini, cette loi sera inapplicable. Merci, chers collègues. Merci, mes chers collègues. Monsieur Bonhomme, pour explication de vote. Oui, moi je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt notre collègue. En substance, il reprend l'argument de Mme Benbassa. On ne peut pas échapper au débordement. Voilà, ça serait consubstantiel à ce type de pratique. Et parce que ça serait difficile, on devrait renoncer. C'est quand même un drôle de raisonnement. Parce que là, je ne vois aucun élément qui viendrait limiter ou essayer d'organiser un petit peu ce phénomène qui aujourd'hui n'est pas organisé. Alors, l'objet du texte, c'est précisément de faire rentrer ces phénomènes dans la légalité. Mais je suis surpris parce que quand on se tourne vers ce côté de l'hémicycle, c'est toujours il suffit de vouloir et compagnie. Et là, bizarrement, il n'y a plus de volonté politique qui tienne. On devrait entériner et valider une situation. On devrait valider une situation et dire amen. Je suis désolé. Et quand je vois, tout à l'heure, on va en discuter, on essaie de mettre le label du ministère de la Culture pour y donner un vernis culturel, je crois que ce type de légitimation est précisément dangereux. Parce que c'est quand on tient un discours un tout petit peu, excusez-moi, démagogique en disant que c'est une fête comme une autre, il faut bien s'organiser, il faut bien faire la fête et compagnie, et qu'on refuse de voir les conséquences, je trouve que c'est une façon aussi d'aggraver le phénomène. Merci, chers collègues. Allez, Monsieur Fouché pour explication de vote. Un tout petit mot simplement. Pardon, c'est Monsieur Fouché qui a la parole. Il est clair que lors d'une manifestation de ce genre, on a beau mettre des normes en ce qui concerne les décibels, il est impossible de contrôler les décibels qui nécessairement seront dépassés. Ça ne peut pas être autrement. Je mets aux voix l'amendement 1 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement qui est pour. L'auteur au moins peut-être. Il est retiré. Donc, il est retiré. Donc nous passons à l'article 1er bis. L'amendement 6, Monsieur Durin. Pardon. Monsieur Ginet. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En proposant d'associer le ministère de la Culture à l'élaboration de la charte, notre amendement semble proposer un ajout mineur. Mais en réalité, il n'a pas qu'une portée symbolique. Il vise à développer des capacités de médiation et éviter les oppositions frontales. On constate depuis l'origine que le problème des rave-parties a principalement été abordé sous l'angle sécuritaire et non comme un événement culturel et artistique. Depuis 1981, le ministère de la Culture a connu des évolutions importantes dans l'exercice de ses missions et la notion de culture s'est considérablement élargie. Des formes d'expression jugées mineures ou réservées à certaines catégories sociales, considérées comme plus ou moins marginales, ont été reconnues comme légitimes. La musique techno est aujourd'hui bien identifiée comme une expression musicale à part entière qui mérite l'attention des pouvoirs publics. La production de la musique électronique se réinvente au gré de l'évolution des nouvelles technologies. En matière économique, elle représente 17% des musiques actuelles. On aurait donc pu imaginer une implication importante du ministère de la Culture sur la question des rave-parties. Force est de constater une situation inverse. Depuis le début, nous avons bien assisté à un phénomène de captation de ce problème par le ministère de l'Intérieur et la mise à l'écart du ministère de la Culture. Ce désengagement quasi total du ministère de la Culture est une anomalie. Un tel processus n'est pas neutre sur la manière d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La remise en jeu du ministère de la Culture n'est donc pas neutre. Dans certains cas, ce ministère a joué un rôle de médiation utile entre les groupes de musique électronique animant les raves et les autorités politiques. Nous pouvons citer en exemple ce qui se passe en Bretagne et dans la région limitrophe des Pays de la Loire. Bien avant la charte visée par l'article 1er de la proposition de loi, des livrets à l'usage des démarches de concertation ont été élaborés. Dans ces territoires qui sont les plus vivants en matière de rave-party et qui ont été des terrains d'affrontements violents entre les forces de l'ordre et les teufeurs, l'engagement du ministère de la Culture et d'une multitude d'acteurs culturels publics et associatifs démontre qu'une autre voie est possible pour traiter la question des rave-parties. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, pour répondre, effectivement, c'est la délégation interministérielle de la jeunesse qui est en pointe sur le sujet avec le ministère de l'Intérieur. Mais effectivement, c'est vrai que le ministère de la Culture peut jouer un rôle.
Donc moi, je donnerai un avis favorable, Monsieur le Président. Si, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, donc j'émettrai forcément un avis défavorable puisque nous ne sommes pas favorables au texte et que par ailleurs cette précision relève du domaine réglementaire. Donc voilà. Cela étant, y compris dans le cadre du pouvoir réglementaire, ça s'étudie effectivement. L'association du ministère de la Culture à l'élaboration de la charte, qu'on ait un triple signature. Pourquoi ? Parce que le but qui est le nôtre en matière de rave-party, c'est de faire en sorte que les organisateurs respectent le principe même de la déclaration, adhèrent à cette charte. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est compliqué. Et la mobilisation du ministère de la Culture, et je rejoins en tout point monsieur le rapporteur, pourrait être un plus. Encore une fois, j'émets un avis défavorable à cet amendement parce que ça relève du pouvoir réglementaire, mais je prends bonne note de l'observation qui a été faite au nom du gouvernement. Merci, Monsieur Bonhomme. Oui, moi je crois qu'on prend des circonvolutions, on se contorsionne pour essayer de ne pas paraître contre les jeunes, parce que c'est ça la discussion. Franchement, la question première, c'est celle du ministère de l'Intérieur concernant les conditions de sécurité, du bon déroulement de ces manifestations. Il ne faut pas essayer de se tortiller là pour expliquer que c'est culturel, que c'est la musique d'avant-garde. Ce n'est pas le problème de la musique qui est en cause. Ce n'est pas la nature de la musique qui est diffusée qui est en cause. Ce n'est pas ça du tout. C'est le niveau sonore. À ce moment-là, comme je l'ai dit, on pourrait convoquer le ministère de la Santé. C'est aussi l'atteinte à l'environnement par rapport aux dévastations des zones qui sont occupées illégalement. Ça, c'est oui, on pourrait multiplier. Le premier souci, c'est d'avoir un régime déclaratif qui soit strictement encadré pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et je dis à ma collègue Benbassa que malheureusement, vous voyez, c'est des jeunes et malheureusement, Greta Thunberg n'a pas encore produit tous ses effets quand on trouve des champs dévastés. Merci, cher collègue. Monsieur Cabanel, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le rapporteur qui a compris tout l'intérêt qu'il y avait à associer le ministère de la Culture, parce qu'effectivement, plus il y aura de parties prenantes autour de la table et plus on arrivera à trouver des solutions. Quant aux arguments de notre collègue Bonhomme sur la problématique du son, effectivement, c'est une problématique, mais s'il était un petit peu plus au courant de ce qui se passe dans ces fêtes-là, ils mettent des protections quand même. Et effectivement, au-delà de ces manifestations, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a les boîtes de nuit, il y a les casques audio, et je dirais même, il y a aussi, si vous avez assisté à un Grand Prix de Formule 1, c'est au pareil aussi, il y a des problèmes de bruit. Donc je ne pense pas que ça soit un argument essentiel sur ça, mais l'argument essentiel, effectivement, de mettre autour de la table le ministère de la Culture, c'en est un, donc je voterai pour cet amendement. Monsieur le rapporteur. Oui, moi je salue le travail de M. Cabanel qui s'est investi longuement pendant de nombreux mois auprès des élus, auprès des sous-préfets, auprès de toutes les institutions sur ce sujet et qui, devant l'ampleur de la tâche, n'a pas renoncé, mais je dirais à différer les décisions qu'il fallait prendre. Car aujourd'hui, on est dans l'illégalité totale et le gouvernement s'en accommode. C'est quand même préoccupant. Quand on met 3 administrations, pour revenir à la demande pour laquelle je suis favorable, mais quand on met 3 administrations pour sortir une charte, il est peut-être à craindre qu'on ne sorte jamais la charte. Merci. Alors donc, je mets aux voix l'amendement 6 avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. L'amendement 9, Madame Delattre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À l'initiative de notre rapporteur, l'article 1er bis a été introduit en commission afin de prévoir la rédaction d'une charte pour la bonne organisation des rave-parties. Comme l'a souligné notre collègue Henri Cabanel, un guide de la médiation avait en son temps été rédigé de façon interministérielle sous le pilotage du ministère de la Jeunesse de l'époque, en dialogue avec un panel d'organisateurs. Il serait efficace que cette charte s'inspire de ces travaux antérieurs qui ont permis quelques avancées sur le terrain. L'amendement que nous vous proposons, à travers ce texte, vise à associer les maires qui sont en première ligne à la rédaction de cette charte afin que leurs difficultés concrètes soient entendues et prises en compte. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, mes chers collègues, effectivement, le Sénat est bien la Chambre des communes, donc je serai favorable à associer les maires, bien sûr. Merci, Monsieur le Ministre.
Monsieur le Président, défavorable, puisque donc, nous ne sommes pas favorables à cet article 1 bis, étant précisé, monsieur le rapporteur, que la charte existe. Hein, j'ai lu dans le rapport, j'entends dans les débats, la charte existe depuis 2002. Hein, il faut le rappeler. Voilà, donc, avis défavorable en tout cas. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 9 avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 2, l'amendement 7, Monsieur Durain. Merci, Monsieur le Président. La Commission a réaménagé le volet répressif de l'article 2 de la proposition de loi. En étendant la possibilité de saisie du matériel de sonorisation et en créant un nouveau délit, la Commission envoie un message contradictoire. En effet, il n'est pas très cohérent d'avancer que l'on souhaite coopérer en amont avec les organisateurs et dans le même temps les mettre sous répression pénale en transformant la contravention en vigueur en délit. Les organisateurs savent très bien que le régime de la déclaration est un régime d'autorisation déguisé. La pratique a suffisamment démontré cette réalité. Pareille option, si elle venait à être retenue par le Sénat, risquerait de se retourner contre les élus locaux. Comme ils auront tendance à considérer que les conditions ne sont pas suffisamment réunies, ils pourront s'y opposer. Or, notre rapporteur a rappelé à plusieurs reprises que le présent texte ne crée aucun pouvoir de police du maire. Ce texte n'instaure qu'un régime de déclaration simple, sans possibilité de refuser le récépissé. Tel Ulysse attaché au mât de son navire, le maire pourra écouter le chant des sirènes, même s'il est trop inconfortable, monsieur Bonhomme, sans pouvoir agir. Vous conviendrez qu'il s'agit d'une position, là aussi très inconfortable, pour répondre aux sollicitations de leurs administrés. Du côté des initiateurs de la manifestation, tant que ces derniers éprouveront le sentiment qu'en jouant le jeu du régime déclaratoire, ils risquent de se faire piéger davantage, ils ne pourront qu'être incités fortement à choisir la clandestinité. La question porte essentiellement sur les petites rêves. Nous ne disposons pas de statistiques précises pour connaître l'ampleur du phénomène. Notre rapporteur a rappelé que les enquêtes connues sont anciennes et les chiffres peu fiables. Nous légiférerons donc à l'aveugle, alors qu'il existe déjà tout un arsenal juridique pour que les maires et le préfet traitent les petites rêves. Rehausser au niveau de la loi les mesures réglementaires existantes et renforcer les sanctions n'apporterait aucune plus-value. Au contraire, ainsi que l'exprime le Conseil d'État qui dénonce régulièrement les effets de l'intempérance normative, une telle mesure sera une source d'instabilité et de complexité qui, sur le terrain, pourrait bien se retourner contre les maires. Face à leur sentiment d'isolement et l'incapacité d'agir, les maires demandent au contraire à être mieux entendus et mieux accompagnés dans leur pouvoir de police lorsque des rassemblements festifs à caractère musical sont organisés sur le territoire de leur commune. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de pouvoir de police du maire. J'ai dit qu'il n'y avait pas de pouvoir spécial de police du maire. On sait que la situation actuelle qui réprime l'interdiction des manifestations par une contravention de 5e classe a fait la démonstration de son incapacité à fonctionner. Le fait de le passer en délit donne des pouvoirs aux services de police et de gendarmerie pour faire respecter la règle. Aujourd'hui, tout est bloqué. On l'a dit, 3200 manifestations qui ne nécessitent pas de déclaration au préfet, seulement 70 condamnations pour les 800 qui obligent les organisateurs à déclarer au préfet 2 récépissés délivrés sur 800, 70 condamnations à 436 € d'amende. Mais aujourd'hui, c'est une inefficacité absolue. Le fait de passer en délit donne des prérogatives aux forces de sécurité. Garde à vue, saisie, etc. Et donc, faut-il accepter que les lois ne soient pas respectées? Le fait de passer en délit donne les possibilités de faire respecter la loi. Merci. Donc, avis défavorable sur l'amendement. Monsieur le ministre. Concernant cet amendement, Monsieur le Président, donc tout à l'heure, le rapporteur rappelait, on a à peu près 70 condamnations par an, donc dans le cadre contraventionnel. Donc nous ne sommes pas favorables à une disposition qui propose de transformer en délit l'actuelle contravention de 5e classe, enfin, la peine d'emprisonnement étant d'ailleurs la peine de référence de principe en matière délictuelle. Elle n'est pas prévue ici. J'attire l'attention par ailleurs sur le fait que, attention, le fait d'avoir une transformation d'une contravention en délit n'emporte un certain nombre de prérogatives pour policiers et gendarmes, notamment en matière de garde à vue, en matière de procédure accélérée, que dans la mesure
où il est prévu des peines de prison qui sont prévues dans certains quantums de surcroît. Donc l'effet utile ne serait pas atteint. Donc nous sommes favorables à cet amendement dès lors que c'est un amendement de suppression. Merci, monsieur le ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement 7 avec un avis défavorable de la commission, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 3 n'est pas défendu, il tombe. L'amendement 13, madame Duranton. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc la lutte contre l'organisation des rave-parties sauvages doit passer par des prévisions de sanctions à même de dissuader effectivement les organisateurs potentiels de ces événements. Cet amendement propose donc d'augmenter l'amende prévue sans pour autant la rendre équivalente aux peines encourues pour des faits plus graves. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, le montant fixé actuellement est cohérent par rapport aux autres peines de même niveau dans le code pénal. Donc retrait ou avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Avis défavorable. Merci. Madame Duranton. Donc je vais le retirer. Il est retiré, merci. Donc l'amendement 4 n'est pas défendu, il tombe. Amendement 12, madame Duranton. Donc les rave-parties réunissent des participants venant parfois de loin et prévenus longtemps en amont sur les réseaux sociaux. La communication sur celles-ci s'organise, en effet au mépris de la loi, par le maintien d'une imprécision sur les lieux de rendez-vous, souvent en les modifiant en dernière minute. Il convient donc d'encadrer ce canal en ne permettant pas la diffusion d'informations sur la tenue d'une rave avant l'agrément préfectoral ou municipal. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Surtout, le nouveau délit a une rédaction beaucoup trop large qui ne permet pas de le caractériser suffisamment au regard du principe de l'égalité des délits et des peines et pourrait toucher en l'état non seulement les organisateurs, mais aussi la presse et les autorités publiques elles-mêmes. Cet amendement risque donc de ne pas atteindre sa cible. De manière plus pratique, c'est au pouvoir public, quand ils l'interdisent, de rendre la décision publique, et il convient que les maires soient appuyés par les services de police et de gendarmerie pour assurer la prévention du rassemblement illégal. Retrait ou défavorable. Merci, monsieur le ministre. Défavorable, j'imagine. Avis défavorable, d'autant qu'il n'y a pas forcément d'agrément dans l'ensemble des régimes. Voilà, défavorable. Madame Duranton. Donc je le retire. Vous retirez. Merci. Donc je mets aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 3, l'amendement 8, monsieur Durand. Défendu. Monsieur le rapporteur. Bien, écoutez, cette mesure amendée par la commission des lois paraît adéquate et proportionnée. Donc avis défavorable. Monsieur le ministre, avis favorable. Favorable s'agissant d'un amendement de suppression. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 8 avec un avis défavorable de la commission, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Sur l'amendement, nous sommes sur l'amendement. Donc attendez, avis favorable donc, du gouvernement, défavorable de la commission. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 10, madame Delattre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans cet article qui vise à renforcer le volet répressif pour les événements ne respectant pas la décision municipale d'interdire la rave-party, il est prévu la confiscation pénale du matériel ayant permis de réaliser l'infraction en étant le produit. Cette confiscation est réalisée par les services de la mairie. Cet amendement prévoit donc que les frais ne soient pas à la charge de la commune, mais de la personne morale déclarée responsable pénalement. Surtout que souvent ce matériel est hors norme et demande la mobilisation de camions et de beaucoup de bras pour les transvaser. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, je comprends parfaitement cet amendement. Cependant, la valorisation des biens confisqués permet de récupérer les frais engagés. Il ne me paraît donc pas nécessaire de prévoir cette mesure. Avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Avis défavorable, monsieur le président. Défavorable. Donc je mets aux voix l'amendement 10 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est
adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Durand. Oui, merci, Monsieur le Président. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Et malheureusement, nous n'avons pas trouvé, malgré le travail du rapporteur, et sans nier